Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu du chapitre 3 de Lorcana qui sortira fin février dans vos boutiques locales et début mars pour la sortie globale. Tous les spoilers ont été révélés. La nouvelle phase maintenant que la plupart des gens entament, c'est commencer à théorie crafter. Alors c'est quoi le théorie craft? C'est commencer à penser, essayer de deck builder des decks pour pouvoir directement tester avant même que le set soit sorti. Ça nous permettra entre guillemets de valider ou pas les discussions qu'on peut avoir lors de nos reviews de spoilers. Alors pour cette vidéo, je vais vous proposer de parler de 3 decks. Le premier deck, ça sera donc du coup Ruby Steel Location pour tester un petit peu le potentiel des lieux. Le deuxième deck, ça sera Lemon Discard parce qu'on a beaucoup d'effets de discard qui ont été implémentés avec le chapitre 3 et que la couleur verte a quand même été pas mal poussée. Et enfin, le troisième deck, je pense que c'est celui que vous attendez tous, c'est celui qui utilisera la nouvelle légendaire qui a été révélée, le Jafar, qui vous permet de générer du lore à chaque fois que vous piochez. C'est donc du coup style améthyste, Jafar Midrange. Avant de passer à la présentation des decks, je vous invite à anticiper la confiance et à laisser un pouce bleu afin de soutenir la vidéo, de partager dans l'espace commentaire sur quels sont vous les decks que vous allez avoir envie de tester en ce début de format, et puis dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, notamment Instagram nouvellement avec Val_labelcart pour mon Instagram personnel et Labelcart Pro pour le Instagram de notre société. Société qui, je le rappelle, est en live 4 fois par semaine sur Vogt à partir de 18h pour des petits box breaks. Vous pouvez aussi soutenir le projet Labelcart jusqu'au 29 février en précommandant votre tapis de jeu directement. Il n'y aura pas de précommande passée le 29 février. Tous les tapis précommandés seront donc numérotés et envoyés courant mars. Merci énormément à ceux qui soutiennent le projet. Alors on va utiliser le site Dreamborn Inc. pour présenter tout ça. Dreamborn Inc. est à jour, tous les spoilers sont disponibles et vous aurez les liens des 3 decks que je vais vous présenter directement dans la description. On commence tout de suite par Ruby Steel Location. Alors ce deck, c'est un deck agressif qui va essayer de tirer profit de la nouvelle mécanique des lieux. C'est très difficile de se positionner sur la puissance ou non des lieux tant qu'on ne les aura pas testés. Ici, c'est du Theory Craft. On n'a pas encore testé les decklists. Ça sera sûrement le cas très prochainement. Donc voilà, on voulait essayer de mettre en place cette nouvelle mécanique et de voir un petit peu des cartes qui allaient synergiser avec. Pour les nouvelles cartes qui marchent très très bien avec les lieux, on a l'ami AA qui lui va nous permettre de faire perdre du lore à l'adversaire dès lors que on va le faire bouger sur un lieu. On a notre ami Jim Hawkins qui lui nous permet de jouer un lieu gratuitement quand il arrive et en plus d'aller directement sur le lieu, ça va nous permettre potentiellement de donner des capacités à nos différents personnages en fonction des lieux qu'on a sur le terrain. On a l'ami John Silver qui lui est un captain, donc fonctionne très très bien avec notre ami Mouche qui est le drop 2 qui a 3 de statistiques et qui ne s'inflige pas de dégâts tant qu'on a un capitaine. Mais en plus de ça, lui, pour chaque lieu que l'on va avoir sur le champ de bataille, eh bien, il va pouvoir gagner un $, supplémentaire plus la capacité résiste. 2 autres cartes qui sont en synergie avec les lieux, on a Voyage qui nous permet de bouger 2 personnages directement vers un lieu, et enfin la map au trésor qui va nous permettre de baisser le coût de déplacement de nos personnages dans les différents lieux, tout en nous permettant en plus de cela de payer nos lieux pour moins cher. Maintenant on arrive à ce qui est le plus important dans cette decklist, c'est les lieux que j'ai choisi d'implémenter dans la liste. Alors là, pour vraiment essayer d'être jusqu'au boutiste dans la synergie et de tester les lieux, il y a 16 lieux dans cette decklist. Est-ce que à terme, on aura besoin de jouer autant de lieux pour faire fonctionner la synergie? Je ne sais pas, mais j'ai sélectionné ceux qui pour moi étaient les plus importants. Le premier, c'est Jolly Roger. Jolly Roger dit que tous nos personnages qui sont sur ce lieu vont avoir le rush. Le coût de déplacement est de 2 et sa défense est de 5, mais surtout, tous nos pirates peuvent bouger ici gratuitement. Et il se trouve qu'on a, par effet d'incidence, pas mal de pirates dans ces couleurs-là. Je pense notamment au Captain Crochet, à John Silver ou à Mouche, qui sont des pirates et qui vont pouvoir venir directement sur Jolly Roger. Le deuxième lieu, il est plutôt classique, c'est le Bayou. Il coûte seulement 1 mana et en plus il est ancrable, il se défend pour 3. Il nous rajoute un petit de l'or et en plus de ça, à chaque fois qu'un personnage quête ici, eh bien on va pouvoir filtrer notre pioche en piochant une carte, puis ensuite en se défaussant d'une carte. Autre lieu un petit peu plus anecdotique, eh bien c'est le marché d'Agraba qui lui va se défendre pour 5, coûte 3 et ancrable, mais va nous permettre d'accumuler 2 de l'or tant que ce lieu sera préservé sur notre terrain. Et enfin, le lieu le plus important avec Jolly Roger, c'est RLS Legacy, qui lui va donner l'évasive à nos personnages, qui va l'orer pour 2,
qui va permettre de se défendre avec 8 marqueurs de défense. Mais en plus de ça, si on veut faire venir des personnages sur ce lieu-là, eh bien on va pouvoir juste payer 2 de moins pour les faire se déplacer. Les lieux les plus chers, notamment Agrabah et RLS Legacy, on va vraiment avoir envie de les jouer gratuitement avec Jim Hawkins. C'est pour ça que lui est présent dans la liste. C'est une très bonne carte qui a de bonnes statistiques, qui va l'aurer pour 2. Il coûte 5, il est ancrable et il a des statistiques de force et d'endurance qui sont plutôt bonnes. Et le fait de pouvoir directement jouer un lieu comme RLS Legacy quand on va jouer Jim Hawkins, eh ben, ça donne un potentiel d'agression et de synergie dans le deck qui est quand même assez développé. À côté de ça, le reste du deck, c'est des synergies d'agression, donc avec notamment le fait de l'aurer pour 2 avec l'évasif du côté de Mini. On a le nouveau Simba qui, lui, l'ore pour 3 pour seulement 2 mana. C'est une carte qui sert un peu de liant dans la liste. Elle n'a pas forcément de synergie ni avec les lieux ni avec les pirates, mais elle est là juste pour le côté agressif. On a Minnie Mouse qui, elle, est une très très bonne carte de gestion dès lors qu'on a un lieu sur le champ de bataille. Et puis enfin, on a les Captains Crochets parce que ce sont des pirates et des captains, et donc ça fonctionne bien avec notre ami Mouche. C'est une decklist que j'ai vraiment hâte de tester, qui à mon sens, est ce qui se fait de mieux pour tester la nouvelle synergie des différents lieux. On se retrouvera notamment prochainement sur la chaîne pour pouvoir tester ça. Le deuxième deck dont j'ai envie de vous parler, c'est le deck Lemon Discard. C'est probablement un des decks qui est le plus attendu parce qu'il pack la plupart des cartes les plus hype du chapitre 3. Je pense notamment à Morph, qui est le petit personnage sur lequel n'importe quel alter va pouvoir se shifter. Et donc en fait, c'est un support à shift naturel pour tous nos alters, tels la reine, Mulan ou alors notre ami Milo Thatch, qui lui est un super loreur. On a aussi les fameuses Ursula, la première qui va nous permettre de regarder la main de l'adversaire et de lui défausser une carte chanson. Et quand on sait la prépondérance que prennent les chansons dans la compétition de l'Orcana, on peut se douter qu'Ursula sera évidemment une bonne carte. Dans le pire des cas, c'est une carte qui a 3 d'endurance et qui s'ancre pour 2 mana. Donc, elle n'est jamais morte. Mais aussi, une des autres cartes les plus populaires de ce chapitre 3, c'est notre amie Ursula légendaire, qui, elle, va nous permettre à chaque fois qu'on chante une chanson, eh bien, de rechanter une chanson du cimetière. Donc c'est un potentiel de value énorme. Il faut essayer de faire fonctionner tout ça dans le même deck, donc avoir à la fois un sous-thème Floodborn pour pouvoir tirer profit des altérations sur Morph et donner de la valeur à Bucky, mais aussi un autre thème chanson pour pouvoir profiter de la mécanique d'Ursula. Alors pour cela, on va paquer énormément de chansons dans ce deck-là, mais elles sont toutes très bonnes. Probablement une des meilleures cartes du jeu, c'est il en faut peu pour être heureux. Vous allez regarder la main de l'adversaire et lui enlever une carte non personnage de notre choix. De la discard ciblée, pour ceux qui jouent à Dot TCG, vous savez à quel point c'est important. Ensuite, on va avoir la chanson classique dans les decks discard, Cruel Diablesse, Bibidi Bobidi Boo, qui marche très très bien avec notre ami Lucifer, N'écoute que moi pour le côté un petit peu tempo du deck. Et puis enfin, Strike Good Match, qui est juste une très bonne carte en fait. Le fait de piocher 2 et de défausser une carte de votre main, ça fait à la fois du card advantage et du quality advantage, c'est-à-dire que vous allez avoir théoriquement une carte de plus après avoir joué cette carte-là, mais en plus de ça, vous allez pouvoir sélectionner quelle est la carte que vous ne voulez pas jouer. Donc voilà, on a vraiment ce côté, on pack plein de chansons, mais on a aussi un thème d'altération qui essaye du coup de s'insérer dans le même deck. On a une carte qui fait très bien liant autour de ça, c'est notre ami Mulan. Mulan, c'est une carte du chapitre 2 qu'on n'a quasiment pas vue pour l'instant, qui est une 3-3 pour 4 qui s'ancre, qui l'or pour 2, mais et qui a la capacité de s'altérer. Et donc s'altérer pour 2 quand il n'y a pas de Mulan dans notre deck, c'est pas très bien. Mais maintenant, on a Morph. Et Morph, on l'a dit, c'est le support d'altération principal. Et lorsque ce personnage-là est envoyé à l'aventure, eh bien, on peut révéler la première carte de notre pioche, et s'il s'agit d'une chanson, on peut la jouer gratuitement. Et dans un deck qui pack autant de chansons que notre deck actuellement, notamment 16 chansons, eh bien c'est plutôt une très bonne carte. Et en plus de ça, elle va déclencher toutes les mécaniques autour de Bucky et des altérations sur Morph. À côté de ça, on a l'early game classique avec la reine qui sert de support d'altération pour notre reine à 5 mana. Reine à 5 mana qui du coup devient une très très bonne chanteuse de chansons, mais aussi une carte d'agression de manière assez classique. Cendrillon qui est un mélomane à 1 mana pour pouvoir commencer aussi à chanter des chansons rapidement. Notre action hypnotisée qui permet d'attaquer la main de l'adversaire. Et puis dans cette synergie discard couplée à la synergie d'altération, on a aussi l'ami Prince Jean qui lui, à chaque fois qu'on va faire défausser l'adversaire, va nous faire piocher une carte. Voilà, c'est ma proposition de Discard Lemon. C'est un espèce de mix and twist de 2 mécaniques qui sont très attendues avec le chapitre 3 de l'Orcana. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester ce deck là. Ici,
Troisième deck dont j'avais envie de vous parler et que vous attendiez évidemment parce que c'est la carte qui a probablement fait parler le plus d'elle après les reveals du chapitre 3, c'est notre ami Jafar. Alors Jafar, il est 4-5, il coûte 7, il est ancrable, il orque pour 1, il a l'évasive, il s'altère pour 5, mais attention, la ligne de texte la plus importante, c'est celle-là. Durant votre tour, à chaque fois que ce personnage est engagé, dès que vous piochez une carte, vous gagnez un de l'or. Donc forcément, les gens, ils ont commencé directement à faire des assimilations avec une des cartes les plus puissantes du jeu qui s'appelle ce rêve bleu. Ce rêve bleu, ça dit quoi? Ça dit que vous pouvez défausser toutes les cartes de votre main et piocher cette carte. Vous l'avez compris, si jamais vous chantez ce rêve bleu avec Jafar, eh bien vous allez automatiquement récupérer 7 de l'or. C'est extrêmement puissant, ça va vous permettre de turbo récupérer du lore très rapidement dans la partie, du fait que le Jafar est shift 5, et bien dans ce cas-là, on va juste l'altérer sur notre Jafar à 2, directement pouvoir chanter notre rêve bleu, gagner 7 de l'or. Si tant est que vous ayez un deuxième rêve bleu dans votre main et que vous ayez pu altérer votre Captain Crochet sur notre Captain Crochet d'Early Game, et bien dans ce cas-là, vous allez avoir directement un deuxième chanteur. Vu que Jafar aura été engagé pour chanter le premier sur Rêve Bleu, vous êtes capable avec ce deuxième Rêve Bleu directement de gagner même 14 de l'or dans le même tour, si tant est que vous avez la main parfaite évidemment. À côté de ça, on a un deck très classique, c'est-à-dire avec les très bonnes cartes du chapitre 2, ce que j'appelle moi la boucle Merlin Mime, qui va nous permettre de générer du lore à distance et donner de la reach à ce deck-là. Quelques cartes d'early game, comme le Olaf, histoire d'avoir quelques petites cartes à renvoyer dans notre main quand on veut commencer à jouer nos Madame Mime pour aller trader les personnages sur le terrain de l'adversaire. On va avoir ensuite toutes les mécaniques de pioche de cartes parce que notre ami Jafar, quand il est sur le champ de bataille, on va avoir envie justement d'avoir d'autres cartes que ce rêve bleu pour piocher des cartes, notamment Maléfique, Mes amis de l'au-delà. On a Perdu dans l'hiver, qui est une interaction qui nous permet aussi de piocher des cartes, mais on a aussi une nouvelle carte, et c'est une carte lieu cette fois-ci, The Queen's Castle, qui est une carte qui coûte 4, qui est ancrable, qui se défend pour 7, qui lore pour 2 et qui ne demande qu'une petite ressource pour bouger ici. Et cette carte-là, elle dit qu'au début de notre tour, on va piocher une carte pour chaque personnage qui est dans ce lieu. Et comme le coût de déplacement de The Queen's Castle est quand même assez faible, c'est pas si difficile de déplacer nos personnages dans ce lieu-là, et donc du coup de pouvoir piocher pas mal de cartes. Ça rentre aussi en synergie avec le nouveau Jafar, pardon, et c'est juste une carte de grind qui va permettre de générer beaucoup de ressources pour potentiellement essayer d'épuiser l'adversaire. À côté de ça, on a les cartes classiques des decks style Tuons la bête pour gérer les boards trop agressifs, Fracasser pour aller chercher quelques cartes ciblées qui pourraient nous embêter, La bête parce que c'est une des meilleures légendaires que le jeu ait connues pour l'instant. Et puis à côté de ça, on a l'ami Isma parce que c'est une carte de gestion qui synergise avec Jafar en nous faisant piocher des cartes. Pareil, hâte de tester ce deck-là. Vous l'aurez compris, le deck qui pack le plus de nouvelles cartes, c'est le premier deck parce qu'il y a plein de lieux à tester. Et donc c'est vraiment toute une nouvelle synergie qui apparaît avec ce chapitre 3. Là où les deux autres decks étaient des decks ou des synergies qui existaient déjà, mais qui ont été grandement renforcées avec ce chapitre 3 de l'Orcana. C'est les 3 premiers decks dont j'avais envie de vous parler. Il y en a évidemment plein d'autres. À la sortie du chapitre 3, il y aura énormément de vidéos de gameplay pour pouvoir tester et découvrir un petit peu tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, à laisser le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. On se retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.